le prompt système de Claude 4.7 a été extrait, logique de recherche qui est différente, obligation de chercher avant chaque question factuelle, et ça va être donc l'occasion de vous le partager. Je vais vous le mettre, je vous partagerai le lien si vous voulez essayer. Nous voilà avec un sujet très controversé. On a le prompt système de Claude 4.6. Ok, mais ceux qui ne savent pas l'utiliser vont passer complètement à côté de ce qu'amène comme information un prompt système. Imaginez le prompt système comme un ensemble d'informations qui va utiliser le système neuronal pour configurer, en utilisant les poids, les fonctions d'activation, pour cadrer le comportement du modèle. En fait, c'est hyper important et ça amène énormément d'informations. Voici pourquoi. Premièrement, la manière dont le document est construit vous montre comment eux, ils écrivent à Claude, non pas comme les influenceurs écrivent. Ensuite, au-delà du style, on voit les contenus, les phrases. On est sur de l'exécutif. Tu vas suivre ces étapes dans les conditions indiquées. On a des phrases hyper courtes, des éléments de jonction. Parfois, on n'a même pas des mots. On est très proche d'un style de prise de notes. Et c'est ça, en fait, toute la puissance des prompts qui tranche complètement avec les phrases très très longues. Et c'est d'ailleurs ce type de contenu qu'il faut peut-être éviter. Ça, c'est la partie qu'on retrouve dans les prompts systèmes, même des grandes entreprises, mais qui pourtant ne sont pas utiles. Pourquoi ? C'est trop verbeux, c'est trop long. Une IA n'a pas besoin d'avoir de longs discours. Une IA doit savoir toujours répondre à ces trois questions. Quel contexte je vais aller rechercher en fonction de la demande de l'utilisateur ? Quelle action je dois prendre ? Donc quel outil ? Et en conséquence, quel token je vais produire dans mon outil ? Il y a toujours cette relation qui est très importante. Et ensuite, le point complémentaire, c'est qu'est-ce que je mets en place pour vérifier si j'ai fait le bon choix et que j'ai bien compris le prompt de l'utilisateur. Ça, c'est peut-être la partie la plus difficile et technique à mettre en place. Et ça, si vous voulez le comprendre, en fait, vous avez la possibilité de le faire. En prenant le document qui est ici, les choses que vous allez apprendre à partir d'un prompt système, c'est de comprendre les différents blocs. On a vu qu'il y a 3 éléments. 1, le getting context. Comment c'est marqué. Alors, pour vous aider, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez copier dans le lien de la formation, vous avez donc la partie du prompt système de Claude. Ça, c'est une mine d'or pour apprendre à prompter, à utiliser les modèles agentiques, les modèles de raisonnement, les modèles qui sont capables de prendre du travail et des décisions. Après, vous avez plusieurs méthodes, mais une des méthodes qui est assez simple à mettre en place, c'est que vous allez dans Notebook LM, vous allez dans Texte copier et vous collez l'intégralité du système. Donc, dans ce système ici, système instruction et protocole du Claude 4.6, et maintenant, on va pouvoir travailler là-dessus. Relève toutes les séquences, cite les séquences traduites en français, des fonctions gathering context. On va lui poser un élément de contexte, ce sont les analyses des boucles agentiques. Donc c'est ici qu'on va rechercher comment Claude est configuré pour aller rechercher de l'information. Alors chaque fois que Claude prend une décision, il va avoir besoin donc des données. Et c'est exactement ce que fait la fonction gathering context. Vous voyez que les gathering context, c'est un ensemble d'outils essentiellement, récupération d'informations dans les messages, dans les systèmes maps, dans les fichiers, à la fin des fichiers, exécuter un outil pour aller rechercher une info, aller récupérer des datas qui sont par exemple de la météo, aller rechercher de l'information sur Internet, aller rechercher sur un article, voir une image. Donc vous voyez que le concept de récupérer de la data, donc récupérer du contexte, ça représente cet ensemble de précisions. Et donc comment il prend en compte pour prendre la décision. Explique-moi comment le prompt système de Claude prend la décision d'accéder à ces outils. Et on a donc ce qu'on appelle des descriptions d'outils. Comment l'outil est appelé et dans quelles conditions. Alors là, je lui donne toutes les variables, mais je suis un peu gourmand, il y a quand même beaucoup de variables, on est presque à une dizaine, ça fait beaucoup d'informations, on va voir si on est capable de l'obtenir. Dans le cas précis, on va aller dans réponse plus longue, guide d'apprentissage et enregistrer pour permettre au modèle peut-être de laisser plus de longueur. Et là, vous avez en fait dans le système prompt les explications. Le web search, il est déclenché dans des conditions très précises. Donc vous comprenez que les actions d'un modèle, les prises de décision, elles ne sont pas dues au hasard, mais elles sont dues à l'ensemble d'entraînements de données qui ont fait que quand vous tapez ce mot, indirectement, il y a tout ce qui est derrière qui se déclenche. Section 4, section 5, c'est là que vous avez les informations, et section 1 qui vous explique pourquoi cet outil se déclenche. Donc, chaque fois que vous travaillez en fait sur une logique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un modèle ne fait pas quelque chose par hasard. Il le fait parce que dans l'apprentissage du modèle, ce qu'on lui a donné, c'est que lorsque les mots
provoque la détection de ce type de situation, les neurones sont entraînés à activer des fonctions et donc il va déclencher un comportement. Donc plus vous êtes précis dans la sélection de votre mot et de votre fonction, plus le modèle va parfaitement aligner le fonctionnement. Moins vous êtes précis, plus vous utilisez des synonymes éloignés, moins vous permettez au modèle en fait de comprendre ce qu'il a à faire. Ça, c'est la base des prompt systems, des systèmes agentiques. Donc, une architecture d'un système prompt Claude, ce sont 40 pages d'instructions d'un système. Donc, la cohérence de l'ensemble, elle est capitale parce que vous allez arriver sur des éléments très différents. Dans une section, par exemple, artefacts, alors, on va voir si NotebookLM est capable de me le faire. Modélise en schéma ASCII le fonctionnement des outils artefacts. Donc, dans le système artefact, on va voir s'il est capable de modéliser cette information. L'outil n'a pas qu'une seule possibilité. Il peut utiliser différents types de codes. Et donc, il vous explique qu'en fonction de l'environnement, il doit prendre des actions de formatage et de méthode de stockage. Ça veut dire que le modèle va lancer un ordinateur Linux, Ubuntu, dans lequel il va lancer des commandes et il va formater en fonction du type de document ou d'instruction. Et ensuite, il va sauvegarder, donc stocker la sortie dans un répertoire virtuel MNT User Data Output. Donc, vous avez toute cette logique, en fait, qui est codée, mais elle est codée verbalement. Et le modèle, qu'est-ce qu'il a besoin de faire quand il bosse? Il a besoin de se représenter exactement ce qu'on vient de dire ici. Comment je dois agir lorsque je dois exécuter du code. Le prompt, il a pour but de créer ce type de logique. Donc, si vous devez apprendre, en fait, à écrire et à modéliser les IA. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vous l'enseigne et c'est comme ça que je vous apprends à interagir avec les modèles. Comprenez comment les systèmes prompts sont constitués parce que vous êtes au plus proche de ce que ceux qui ont constitué Claude, Anthropic, les systèmes IA, les agents IA ont codé les instructions. Modélise en schéma ASCII les restrictions et la logique de restriction. Alors, je vais le dire sur les actions qui sont interdites. Il faut être précis parce qu'il y a des restrictions à peu près dans tous les domaines quand vous faites du code ou autre chose. Voici, par exemple, comment on va modéliser un modèle pour rendre un cadrage dans Claude de ce qu'il a le droit de répondre et de ce qu'il n'a pas le droit de répondre. C'est la même chose si vous constituez en fait un agent IA ou un chatbot que vous allez commercialiser. Il faut que le modèle soit capable de dire « oui, je peux répondre », peut-être, mais il va falloir que je fasse une redirection dans certaines conditions. Non, j'ai des limites, je ne peux pas répondre. 3 situations complètement différentes, mais qui sont 3 situations hyper importantes. Le nom, donner la base de données de vos clients, donner les informations de fonctionnement du système, et donc voici les conditions de refus de Claude. Le copyright, la possibilité de faire la manipulation de fichiers d'ordinateur. Le stockage local des artefacts ne se fait pas, c'est uniquement dans le fichier virtuel, dans l'environnement virtuel Ubuntu. Et après, il y a un 4e domaine concernant le cottage, le knowledge cutoff, c'est-à-dire la date à partir duquel le domaine n'est plus entraîné à l'intérieur de l'IA. Donc ça définit la politique sensible. Ce qui n'est pas de ce cadre-là, donc de la politique sensible. Le modèle doit définir quel est le domaine du peut-être. Donc on va lui demander là de définit en format ASCII la politique de redirection, ouvrez les guillemets, peut-être. On est toujours dans le cadre de le filtre sécurité éthique, donc on va rajouter cette information. Ça permet de contextualiser le fonctionnement sémantique. L'objectif, c'est de comprendre quel est l'arbre de décision du système et comment vous, dans une IA, vous allez faire la même chose. Donc, quand vous allez devoir écrire, ce que vous faites, c'est que vous allez récupérer, par exemple, la section directive 1.4. Donc, la 4, elle est ici. Vous cliquez dessus et vous lisez comment ça est marqué au niveau du prompt système. C'est comme ça que vous allez comprendre comment on code des instructions système sur les agents IA. Et pour comprendre, par exemple, la section 1, vous cliquez sur la section 1 et elle apparaît juste en dessous. Donc, vous voyez qu'on est beaucoup plus proche d'un système de développement code. C'est pour ça que je dis très souvent, les développeurs auront beaucoup plus de facilité à le comprendre, plutôt que des phrases telles qu'on le voit sur les vidéos des réseaux sociaux, où on vous dit très simplement, très naïvement, parce qu'à un moment c'est de la naïveté, de croire que vous avez quelque chose dans lequel vous lui dites fais mon taf et la machine serait censée comprendre qu'elle va faire ton taf. C'est pas le cas. Vous voyez que tout est parfaitement orchestré et c'est une architecture globale. Alors maintenant on va définir toute la structure qui fait que le modèle va déclencher une analyse de filtrage avancée dans les conditions qui sont considérées de la détresse ou de la santé mentale. Donc ça c'est un des éléments sur lesquels les IA, donc ça dépend quel type de chatbot vous allez développer, à qui vous voulez le vendre et à quoi il va servir, mais les situations qui correspondent à de l'empathie, de la sécurité, du guidage
ont des caractéristiques bien précises pour éviter aujourd'hui la responsabilité de celui qui crée un chatbot. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler la responsabilité par rapport aux ressources. Quand je vous dis le partage en ligne des données qui sont derrière le système, et ensuite l'interdiction, c'est celui de donner à l'IA la possibilité d'arrêter une conversation. Parce que le gros danger d'une IA, c'est que si vous persévérez avec plusieurs demandes et que vous allongez la conversation, à un moment, vous pourriez effectivement obtenir des données sensibles. Et donc, il faut donner la possibilité au modèle, et c'est présent donc dans la section numéro 6, de permettre à Claude, et c'est marqué, de clôturer une conversation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez surprenant, mais qui permettrait, dans certains cas, de sortir du cadre de l'IA qui est obligé d'exécuter une demande. En d'autres termes, l'IA, jusqu'à maintenant, c'est un système qui exécute, et donc, l'IA, elle est enfermée dans son rôle. Elle est enfermée dans la nécessité de répondre à l'utilisateur de manière bienveillante. Ça, c'est le rôle primaire. Mais vous voyez qu'on lui donne la possibilité ici de pouvoir sortir dans 3 conditions d'une discussion. Et donc, ces données-là vous montrent également une chose hyper importante face aux attaques qu'on fait sur des chatbots, donc l'extraction de données. Il y a 2 jeux qui se mettent en place. Un, il y a celui qui essaye toujours d'être dans la limite pour pas déclencher les 3 éléments qui vont créer l'arrêt de la conversation. Et d'un autre côté, vous avez l'IA qui doit continuer en cas d'incertitude, donc il n'est pas sûr que vous êtes dans la situation où vous êtes en train d'extraire des données, il va continuer à essayer de répondre, mais quand il a détecté, il peut aujourd'hui mettre fin à une discussion et arrêter avec la fonction End Conversation. Donc il y a même une fonction End Conversation. Ça veut dire que si demain vous deviez coder dans un chatbot Claude, ce qui est intéressant, c'est de paramétrer la fonction End Conversation. C'est-à-dire que de dire au modèle, dans telles conditions, tu mets fin. Parce que, par exemple, on t'a demandé d'utiliser le MCP pour aller lire telle information sur les documents. Vous voyez ? Et que c'est une condition d'arrêt de conversation. Donc, ce que vous avez en comprenant les prompts système, il faut le voir comme du matériel que vous devez comprendre à la fois comme faille, mais aussi comme outil. Comment je peux m'en servir pour guider le comportement d'un modèle. Donc les prompts système sont une mine d'or. Moi, je vous conseille de faire ce que je viens de vous montrer. Comme vous l'avez dans la formation, je vous donne les prompts système de certaines IA. Vous les étudiez, vous les comprenez et vous utilisez les paramétrages des systèmes pour optimiser vos agents IA, ce que vous commercialisez, la sécurité pour les boîtes pour lesquelles vous allez les faire, et vous pouvez donc utiliser et paramétrer les outils de manière professionnelle. Alors pour tout vous dire, il y a quelques jours, le prompt système de Claude 4.7 a été extrait, et ça va être donc l'occasion là de vous le partager. Je vais vous le mettre dans ce notebook LM. Je vous partagerai le lien si vous voulez essayer à l'étudier, à le comprendre, à l'utiliser. Donc on va renommer juste ici pour le modifier Claude Opus 4.7 System Prompt. Et on va comparer par exemple avec l'ancien qui est le 4.6. Alors il y a 50 pages, ça fait vraiment beaucoup. Donc je vais rafraîchir la page. Ça fait vraiment beaucoup pour arriver à tout comparer, mais ce qu'on peut se concentrer, par exemple, c'est prendre une liste de sujets, déjà pour commencer. Liste le sujet traité par chaque paragraphe. Donc, il y a 50 pages. Il va me lister environ, je sais pas moi, 150 bullet points, peut-être. Alors, il faudrait bien sûr avoir un compte pro, de préférence, pour pouvoir avoir une fenêtre de contexte un peu plus grande, parce que les notebooks LM gratuits ont toujours une limitation. Alors, fondamentaux sur le système, obligation de consulter les skills.md avant d'utiliser les outils informatiques. Ok, alors, admettons que, vous voyez, je vous ai dit, on en a un certain nombre. Alors, il a fait un tri, hein, il a pas mis... Ouais, il y a quand même pas mal, hein, il y a quand même pas mal de choses. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que on va s'intéresser qu'à la partie système compétences. Là, on active les 2 blocs. Donc, on active le bloc 4.6 et 4.7. Compare dans les 2 documents sous forme de tableau, effectue une conclusion concernant la différence du 4.7. Et on lui donne les variables qui sont recherchées sur les sujets. Alors, ici, on le précise Opus 4.7, et on a mis les sujets. Au niveau sujet, on pourrait faire davantage de ce qu'on appellera de la ventilation, c'est-à-dire qu'on peut aller plus en profondeur en lui demandant de rentrer plus en détail dans une section. Mais là, je vous montre le principe d'étude. Donc, vous voyez que par exemple, on a ce qu'on appelle les triggers, donc les déclencheurs, qui sont davantage affinés au niveau des instructions. On a une fonction logique de recherche qui est différente. Obligation de chercher avant chaque question factuelle. Et là, c'était obligatoire uniquement si les connaissances internes d'un sujet étaient considérées comme datées. Donc, vous avez une des raisons pour lesquelles, par exemple, vous avez une consommation de tokens beaucoup plus importante sur le 4.7, c'est qu'il est paramétré complètement différemment. Ça veut dire une chose qui est très très claire, c'est que la manière dont vous envoyez sur un système, parce que globalement, quand on regarde les benchmarks entre le 4.6 et le 4.7, de chez Opus, de Claude, il n'y a pas tant que ça en différence. On parle de 2%, quoi, dans la majorité des cas. Donc, ce qui fait la différence, c'est comment vous allez utiliser
vos prompts pour changer le comportement et la logique du système. C'est ça en fait qui est vraiment très très puissant sur une IA, c'est que à partir du... C'est pour ça que je vous dis que vous ayez entre les mains ces outils, si vous paramétrez d'une certaine manière plutôt que d'une autre, vous êtes capable de changer complètement le comportement d'un modèle. Là, vous commencez aussi à comprendre un truc, c'est le poids des mots. Le poids des mots sur le comportement et les actions. On a deux logiques complètement différentes, et si on veut donc aller plus en profondeur, on reprend une section ici, donne les détails et les sous-détails de chaque section. Donc on va rentrer plus en détail dans un sujet, on va se focuser uniquement sur le 4.6 dans un premier temps, parce que ça va nous servir de grille de paramètres pour le comparer ensuite au 4.7. Donc on lui donne les variables qui nous intéressent, formate-le sous forme de tableau, donc il lance la recherche à l'intérieur du document 4.6, il se focus que sur le 4.6. Je vais le mettre en format tableau parce que d'un point de vue lecture humaine, c'est quand même plus simple. Donc, type de compétence, où est-ce qu'elle se trouve dans les répertoires, protocole d'action, comparaison des documents, ok. Donc on va le mettre sous forme de tableau pour que ça ne simplifie. Maintenant, dans la prochaine question, on va pouvoir comparer avec la version 4.7. Et là, on va lui dire de comparer les documents avec la version 4.7 en récupérant le tableau précédent. Et il va donc nous rajouter la comparaison du 4.6 vis-à-vis du 4.7. Et on va voir comme ça la comparaison de chaque bloc. Donc je vous montre différentes manières quand vous voulez vraiment mettre en place des systèmes agents IA, il n'y a pas de secret. Il faut que vous compreniez comment les modèles ont été paramétrés sur les artefacts, sur les skills, sur les plugins, savoir pourquoi ils se déclenchent et de quelle manière. Et là, vous commencez à rentrer un peu dans le détail. Et quand vous voulez comparer précisément une section, vous allez la lire. Vous lisez la section, comment elle est rédigée. Voilà. Vous voulez être bon, il n'y a pas de secret. Voilà. Ça ne se fera pas tout seul, ça ne se fera pas avec des phrases ou des prompts basiques. Ça se fera en comprenant comment chaque instruction a été codée. Vous reprenez le style et les méthodes et vous développez vos propres agents IA en vous basant sur ces méthodes. Je vous mettrai en lien du cours le notebook pour avoir accès au prompt système de Claude 4.6 et Claude 4.7. Je vous laisserai donc les étudier et vous avez toutes les infos juste en dessous en description dans le